Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer le stream d'aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Fanny, je suis social media manager à la Wildcat School. Et aujourd'hui, on va faire un bilan de cybersécurité un peu sous le prisme de l'écologie avec Aurélien. Donc Aurélien, je te laisse te présenter. Oui, merci Fanny pour l'invitation. Bonjour à tous. Du coup, je suis Aurélien et je suis formateur à la Wild sur la branche donc infrastructure et cybersécurité, notamment sur une formation sur laquelle je suis avec un groupe d'élèves où on apprend le DevOps, qui est un métier qui est lié du coup plus à l'infra et un peu de dev. Super, tu auras l'occasion de toute façon de nous en reparler au cours du stream. Oui. Euh, pour commencer un petit peu sur la thématique globale, on va dire. C'est vrai qu'il y a 3 tendances aujourd'hui qui se sont, dessinées cette année, en cyber. On en a déjà un peu parlé, avec Aurélien avant. Donc il y a l'IA générative, enfin les IA génératives, l'augmentation des cyberattaques. Dans un article donc, justement de Siècle Digital, donc que vous voyez à l'écran, il y a Bertrand Trastour, j'espère que je le dis bien, qui est le directeur général de du coup, Kaspersky, qui déclare, qu'il y a 26 ans, lorsqu'ils ont créé Kaspersky, il y avait un virus toutes les heures environ, et aujourd'hui, il y en a 420 000 donc d'objets malveillants uniques par jour. Donc on peut voir que la menace, elle a augmenté, elle est exponentielle. Et ça, c'est dans tous les domaines, autant la vie privée que dans les entreprises. Et on a aussi une tendance qui est arrivée cette année et qui va être de plus en plus forte, qui est l'écologie numérique. Et c'est la tendance sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, parce qu'on a déjà un petit peu parlé des autres sur cette chaîne. Aurélien, est-ce que au début de l'année 2023, tu pensais que l'écologie, ça serait vraiment une tendance en cyber? Alors, dans la cyber, l'écologie et tout ce qui touche à l'environnement, ça fait déjà quelques années que le sujet a été mis sur la table. Après, oui, clairement, pour répondre à ta question, en 2023, je me doutais que ça allait être une année qui allait être assez forte et assez riche en événements liés à ce domaine. Parce que avec les événements récents qui touchent tout le monde, hein, que ce soit le domaine pro ou le domaine perso, avec les énergies qui sont malheureusement aujourd'hui épuisables, hein. On a tous eu la peur de passer l'hiver, les 2 précédents hivers dans le noir, avec du coup tout ce qui a touché les augmentations de prix d'électricité, les potentielles suspensions à cause de la surconsommation qu'on a. Donc c'était clair que 2023 allait être une année encore plus poussée sur ce domaine-là, et notamment pour tout ce qui touche à la cyber et à l'infra. Domaine pour lequel sur lequel je discute beaucoup avec mes élèves, puisqu'on travaille principalement avec ce qu'on appelle des data centers, comme j'ai dans mon dos là sur le fond, où il y a des tonnes de machines qui tournent en permanence et qui consomment pas mal d'électricité. Donc c'était sûr que 2023 allait être une année encore plus porteuse sur ce domaine-là, c'était une certitude. Donc oui, oui, clairement, je me doutais que ça allait être une tendance. Et ça va être encore renforcé, je pense, au fur et à mesure des années, donc notamment avec ce début d'année et des événements à venir sur ce sujet. Complètement. C'est vrai que en écologie, il y a peu, en fait, de mesures drastiques, on va dire, qui ont été prises, dans la cyber cette année. Mais comme tu le dis, c'est plus une, prise de conscience, enfin, on va en reparler aussi. En tout cas, il y a eu une prise de conscience plus globale, notamment avec des initiatives comme, Talents for the Planet, donc qui est un forum. Donc c'est un grand salon public qui a pour vocation d'accélérer la transition écologique et sociétale, et c'est autour des métiers, donc à la fois les métiers, mais aussi l'emploi et la formation, et ça fédère vraiment tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde réalise un petit peu, quels sont les enjeux liés, à l'environnement et comment on peut tous avoir justement un impact. Aurélien, est-ce que toi, ça t'apporte un réel changement, un forum, comme celui-là en tant que professionnel de la cyber? Qu'est-ce que tu en retires un petit peu, Bah, déjà, ce qu'on en retire, nous, au niveau pro, c'est notamment, on en discute avec les élèves, c'est par rapport aux annonces d'emploi qui découlent du coup de ces forums, puisque il est de plus en plus demandé d'avoir une casquette justement qui a attrait à l'écologie. Donc notamment cette envie d'aller vers des entreprises, travailler conjointement avec des entreprises qui ont cette conscience sur l'impact qu'ils ont.
Donc clairement, c'est un sujet qui revient, dont on discute par rapport à ça, par rapport au métier et notamment aussi par rapport au DevOps, du coup, le métier que je fais et sur lequel je forme les élèves. En fait, on travaille avec notamment des acteurs qui travaillent dans des data centers, enfin qui possèdent des data centers. Et du coup, on a de plus en plus ce choix et d'aller vers des infras, des data centers qui sont dits écologiques. Donc, qui vont notamment utiliser des énergies renouvelables, des énergies qui sont produites par le solaire, l'éolien, etc. Donc, clairement, sur la cyber et au niveau pro, ce genre de forum, ce qui est intéressant, c'est que c'est porté par des entreprises qui sont quand même très ancrées dans l'IT, dans l'informatique. Il n'y a pas que le domaine de l'informatique qui est couvert par ce forum, mais beaucoup d'entreprises, quand tu regardes les entreprises qui sont citées, enfin qui sont listées comme étant porteuses de cet événement, c'est beaucoup d'entreprises dans l'informatique. Et c'est des entreprises qui, du coup, avec lesquelles on est amené à travailler en fait au quotidien, notamment en tant qu'administrateur système DevOps. Donc, euh, donc voilà. Donc clairement, c'est un forum qui est intéressant parce qu'on apprend tout un tas de choses. Notamment, on se rend compte qu'il y a quand même de gros acteurs dans le domaine qui font des choses assez incroyables, assez cool. Est-ce que tu as un exemple ou tu veux en parler plus tard peut-être? Non, non, on peut en parler là, si tu veux. Enfin, il y a notamment, alors c'est pas que depuis ces forums-là, mais ça fait des années. Il y a un, un gros prestataire qui est assez connu en France qui s'appelle OVH. Et du coup, ça fait pas mal de temps que bon, ils essayent de faire en sorte de réduire leur impact environnemental. Et notamment, là, ils ont renforcé leur pôle sur. Donc, ils ont des data centers dans lesquels il y a des machines. La plupart des machines qu'ils utilisent, c'est des machines qui sont créées chez eux par le biais du matériel dit d'occasion. En fait, ils font beaucoup de recyclage de matériel. Donc, ils créent déjà eux-mêmes leurs propres serveurs avec il y a des matériaux qu'ils essayent comme je disais, qu'ils essayent de recycler et ils font tourner ça donc sur tout leur data center pour essayer d'éviter d'avoir à investir dans de nouvelles machines, et donc, ils ont la main sur ça, ils ont la main sur ce qu'ils font, ils ont la main sur, du coup, le dégagement d'énergie de ces machines. C'est des machines qu'ils connaissent bien. Et puis, c'est quelque chose de très bien de travailler justement sur ce sujet-là, de recycler plutôt que de jeter des choses qui fonctionnent très bien. Donc voilà, clairement, il y a ça. Après, tu as des data centers dans lesquels un gros problème dans ces bâtiments, c'est le dégagement de chaleur. Et du coup, tu as des data centers qui commencent à réfléchir à ça, enfin des personnes qui commencent à réfléchir à ça. Et tu commences à voir des systèmes de refroidissement où les serveurs c'est un peu particulier, mais c'est baigné dans l'huile. Qu'en fait, les machines, plutôt que d'être à l'air libre dans leur baie réseau, elles sont immergées dans l'huile, ce qui fait qu'elles ne dégagent pas de chaleur. Et le système de refroidissement, en plus, est beaucoup plus efficace. Donc, c'est ce genre de petites choses qui a un impact considérable, du coup, sur la réduction Complètement. d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Complètement, et c'est totalement dans le thème. Enfin, ça fait une bonne transition avec la suite, parce que je voulais justement te parler un petit peu de la loi REN, donc réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui là est une loi qui est datée entre guillemets de 2021, mais qui est très souvent mise à jour. Et surtout cette année, il y a eu de nouvelles réglementations à l'intérieur, notamment pour pousser un peu plus justement la responsabilité des entreprises. Et aujourd'hui, pour lutter contre l'obsolescence programmée, le consommateur doit être informé un peu sur les appareils qu'il achète. Donc, quand on achète un téléphone, on va normalement avoir des informations sur les mises à jour qui vont nous dire s'il peut être encore utilisable dans 3-4 ans ou s'il sera déjà obsolète. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider le consommateur, mais qui va aussi, j'imagine, implémenter des nouvelles règles pour pour que dans les data centers, il y ait des mesures qui soient prises. Est-ce que toi, tu as vu un impact un petit peu depuis 2021 et peut-être plus particulièrement en 2023, Aurélien? Depuis 2021, tu commences à voir donc, des data centers dits avec une étiquette écologique. Donc, notamment, ils commencent à avoir, quand tu vas chez OVH ou autre, ils ont des offres diverses et variées. Et généralement, ils mettent une petite icône green
pour dire que ce data center-là, il a quelque chose qui va en faveur de l'écologie. Donc clairement, depuis 2021, tu commences à voir ce genre de phénomène qui se propage. Donc ça a démarré par cette loi qui a du coup forcé la main aux entreprises qui possèdent des data centers à mettre en place des mesures drastiques pour réduire l'impact écologique. Et donc là, aujourd'hui, donc on est en 2024, mais c'est encore trop frais pour en parler, mais en tout cas sur 2023 et en France, ils sont quasiment tous équipés avec au moins un data center qui va dans ce sens-là. Donc c'est ce type de loi qui est hyper importante, que ça leur force un peu la main, même si, comme je disais tout à l'heure, OVH, alors c'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais c'est comme c'est un gros acteur en France par rapport à ça, ils n'ont pas attendu les lois pour prendre des initiatives. Et ce que je disais tout à l'heure, le recyclage de serveurs, c'est quelque chose qu'ils font depuis quasiment le début de leur activité. En tout cas, comme ça a commencé à grossir. Donc, je dirais même bien avant 2021, en fait. Et ces lois-là, et cette loi-là en particulier, elle est intéressante parce qu'elle touche autant le consommateur que le producteur, du coup, enfin, les possesseurs de data centers ou d'autres infrastructures informatiques. Donc, c'est pour ça que ces lois sont hyper intéressantes, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, de la cyber, notamment par le biais des offres dites les infrastructures en cloud, où là, du coup, bah, ça ouvre les portes à l'usage de ressources informatiques sans vraiment de limite, qui sont en France ou qui sont d'ailleurs partout dans le monde. Donc, si tu n'as pas des lois qui freinent un peu ça, clairement, ça va dans le mauvais sens. Parce que l'objectif de ces boîtes-là, c'est quand même de faire de l'argent. Donc, plus elles ont de ressources, plus elles peuvent faire de l'argent potentiellement. Et plus elles ont de ressources, bah, plus elles ont besoin d'énergie. Plus elles ont besoin d'énergie, plus elles produisent de chaleur, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, ces lois-là, elles sont clairement pour ouvrir les consciences autant des entreprises et leur forcer un peu la main, mais aussi pour le particulier qui, du coup, par le biais de ces lois-là, va se rendre compte que, tu vois, comme tu disais l'exemple du téléphone portable, il y a un exemple qui sort sur les téléphones portables, les smartphones. On a tous tendance à vouloir changer de smartphone chaque année. Parce que chaque année, les smartphones, bon, ça vieillit mal au niveau de la batterie, au niveau de certains composants. Puis généralement, on est tous pareils, on veut tous l'appareil dernier cri, dernière génération. Bah ça, c'est une grossière erreur. Et ces lois-là, alors même si elles vont pas t'imposer le fait que tu vas pas être interdit de changer de smartphone, mais au moins ça t'éveille quand même au fait que changer de smartphone, quel impact ça a globalement, parce que je pense que tu en as beaucoup. Alors je sais pas parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais si vous savez l'impact que ça peut avoir, notamment que la plupart des smartphones ne sont pas fabriqués en France, donc il y a une notion d'import, de transport. Donc voilà. Donc ces lois-là, clairement, il y a un gros enjeu derrière. Et c'est intéressant que voilà, ça commence à être porté à un niveau plus large que juste quelques acteurs du numérique qui prennent les devants, quoi. Faut forcer la main aux gens, clairement, pour que ça avance. Mais est-ce que du coup, selon toi, enfin là, c'est un peu une question piège et je veux pas te mettre dans une situation inconfortable ou que tu parles au nom de toutes les personnes qui travaillent en cyber, c'est vraiment ton point de vue là-dessus. Mais j'ai trouvé cet article de Mazar qui du coup parle de cybersécurité et de Green IT. Et c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que les deux sont un peu contradictoires, voire impossibles à concilier. Parce que, comme tu l'as dit, en cyber, toutes les données sont stockées dans des data centers. C'est des choses qui vont polluer, qui vont demander énormément de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de la cyber un peu green ou est-ce que c'est totalement impossible? Ah non, c'est possible déjà, bah, par le biais des outils et des développements que tu vas être amené à mettre en place pour faire ce que tu as à faire, donc que ce soit pour de la surveillance, du monitoring, de la sécurité et cetera. Donc clairement, tu peux concilier les 2. Alors c'est toujours un sujet un peu hypocrite parce que tout ce qu'on fait dans l'informatique, c'est consommateur en énergie et cetera. Mais tu as quand même des moyens techniques pour, bah, améliorer l'algorithme de tes développements, pour pouvoir du coup alléger la charge des serveurs et cetera. Donc c'est pas de sujets qui sont complètement incompatibles, c'est des sujets qui sont compatibles. Si on ne mettait pas ce côté green IT sur tous les domaines de la cyber, et aussi le domaine du dev et de la data, et on pourrait même pousser jusqu'au design. Alors on ferait tous n'importe quoi, on utiliserait des machines qui surconsomment, on regarderait pas, quand tu fais du développement, tu regarderais pas forcément le code source de ton application. Là aujourd'hui, au niveau du dev notamment, et dans la cyber c'est pareil, on fait un peu de dev pour la partie infra, on essaye d'optimiser ce qu'on fait
pour que ce soit moins consommateur, que ça génère moins d'erreurs, c'est vraiment une optimisation qui va dans le sens de la consommation énergétique des ressources des machines sur lesquelles tournent les algos. Et la cybersécurité est concernée comme tous les sujets cyber. Notamment tout à l'heure, en tout début de discussion, tu parlais de Kaspersky, qui est donc un acteur de la cybersécurité. Ils sont éditeurs de logiciels et notamment ils sont très connus pour initialement leur antivirus. Bon, bah, clairement, leur solution elle a évolué au fil du temps et leur logiciel aujourd'hui il vaut ce qu'il vaut, mais clairement il est beaucoup plus léger que ce qu'il était auparavant. Donc potentiellement il va consommer un petit peu moins de ressources informatiques que ce qu'il pouvait consommer auparavant. Donc ça veut dire qu'ils ont optimisé l'algorithme de leur logiciel, ils ont amélioré leur façon de scanner les ordis pour chercher les virus, etc. Donc c'est clairement deux sujets qui sont, alors, je vais pas te dire liés main dans la main, mais que ce soit n'importe quel sujet de la cyber, on va vers cette tendance du green IT et on est tous impactés, tous à tous les niveaux de la cyber. Donc que ce soit de la sécurité, comme je disais, dev, data, infra. Donc Totalement. Il y a voilà. même, comme le dit, alors j'espère que je dis bien ton pseudo, Daz144P qui nous dit: «Le transport d'un téléphone, ça reste une goutte d'eau par rapport à l'impact de sa production, non?» Ah bah Alors, oui, clairement. clairement, oui, il y a des composants qui polluent énormément, voire même plus que les transports et peut-être qu'aussi dans les data centers, j'avoue que je connais mal le sujet, je maîtrise pas le sujet. Je sais pas Aurélien, si toi tu as une idée un peu des matériaux, si justement il y a des façons, de compenser un Bah, peu? alors, les matériaux, oui, par le biais du recyclage, notamment, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, comme dit Daz144P, le transport reste une petite goutte par rapport à tout le reste, notamment la production. Mais ça reste que je pense qu'aujourd'hui, on a tous au moins, enfin tous, une bonne partie d'entre nous, on commande notre smartphone sur Internet euh, et on regarde pas forcément la provenance du smartphone. Déjà, si on avait tendance à regarder ça de plus près et de s'assurer qu'on prenne du matériel qui est fabriqué en France, qui est produit en France, etc., on arriverait, alors après, pas une seule personne, pas deux personnes, mais massivement, si on était regardant là-dessus, cette petite goutte d'eau, elle deviendrait, elle pourrait commencer à devenir, alors pas un océan, mais elle pourrait commencer à devenir une petite bouteille d'eau. Puis après, la petite bouteille d'eau qui commence à devenir un peu plus importante encore une fois. Après, au niveau des composants, je suis comme toi, ma famille, j'y connais pas grand-chose sur l'impact que ça peut engendrer. Est-ce qu'il y a des composants qui... En tout cas, je sais que l'industrialisation, quoi qu'il en soit, elle est pareille. Hein, ça utilise des machines qui vont consommer des ressources, de l'énergie, etc. Donc, un smartphone, ils en construisent pas un, ils en construisent des millions. Donc à chaque fois, c'est la création de smartphones ou d'appareils, même on parle de smartphones, mais ça peut être aussi PC, Mac, etc. C'est très mauvais pour l'environnement. Donc c'est là que les lois comme REN que tu citais tout à l'heure et d'autres lois à venir vont forcer vers justement le recyclage de composants et essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'abus et de conception de composants qui sont plus ou moins inutiles. Aujourd'hui, quand on voit les smartphones, la puissance des smartphones, je trouve ça. Moi le premier, j'ai un vieux smartphone, là, j'ai un truc qui date de, je sais pas, ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai, il marche très très bien. Alors après, tu as un autre aspect, c'est que ça vieillit bien ou mal en fonction des marques de smartphones que tu as. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, c'est les développeurs là qui vont impacter de manière massive les choix qu'on va faire sur les smartphones. Parce que des fois, les logiciels qu'on a dessus sont plus à jour. Typiquement, tu as, pour tous, hein, iOS, Android, etc. À un moment donné, tu n'as plus les mises à jour système. Donc là, tu commences à rentrer dans le domaine du ah bah mon téléphone, alors déjà, je peux plus le mettre à jour, je peux plus utiliser le logiciel et en plus, il est plus du tout sécurisé le truc. Alors vu tout ce qu'on laisse Mmh. traîner sur nos smartphones, C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que ça a un impact aussi sur la sécurité, enfin la cybersécurité du coup, de l'utilisateur? En fait, bah, tout est lié finalement. tout est lié et du coup, là par contre, on va dans le mauvais sens effectivement. Alors même si c'est de moins en moins vrai, maintenant des smartphones, ils sont maintenus par les concepteurs euh, pendant plusieurs années. Et là, par exemple, bah, le téléphone que j'ai, moi perso, je crois, il doit avoir 5 ans à peu près. Je sais que la prochaine mise à jour d'Android, du coup, qui est le système de Google, bah, je l'aurai pas. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer ça? Est-ce qu'ils vont
maintenir des mises à jour quand même pour sécuriser, continuer de sécuriser mon appareil? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais me dire: «Bah, ouais, effectivement, j'ai plus de mise à jour, l'appareil, il est plus sécurisé, alors qu'il marche très bien et que j'ai pas besoin de le changer», bah, je vais être obligé de le changer. Enfin obligé, pas obligé, mais comme c'est un appareil connecté, c'est un appareil sur lequel je mets quand même de la donnée personnelle. Je fais attention à ce que je fais, mais il est chiffré et tout ça, donc il y a quand même de la sécurité là-dessus. Mais ça reste que, bah, quand il y a une faille de sécurité qu'elle est pas corrigée par les développeurs, ça reste une faille, donc elle peut être exploitable. Donc ça, là pour le coup, on va dans le mauvais sens. Ça nous pousse à la consommation, quelque chose dont on n'a pas besoin. Même si, grâce aux lois, grâce aux différents événements, ça va être de moins en moins vrai. Et j'espère quand même que les téléphones vont pouvoir avoir une durée de vie beaucoup plus longue Mmh. que juste 2, 3, 4 ans, quoi. Ouais, donc une façon en fait de la loi REEN, c'est aussi une façon de promouvoir un petit peu plus de cybersécurité, en tout cas une cybersécurité plus écologique, parce qu'on peut garder nos équipements plus longtemps, ils sont protégés, on est Bah, protégés. c'est ça. Et tu vois, ceux qui développent les systèmes d'exploitation, donc Android, iOS, etc., ils voient que les utilisateurs changent de moins en moins de smartphones. À un moment donné, ils vont produire moins, ou moins vite, clairement, tu as les marques, chaque année, ils sortent leur nouveau modèle. D'abord le 11, après le 12, le 13, etc. Et les iPhones, tu en as un nouveau chaque année quasiment. Bah, petit à petit, si les consommateurs ont cette conscience écologique là-dessus, ça va forcément, ils vont freiner les achats. Freiner les achats va probablement freiner la production. Et donc, du coup, les développeurs vont maintenir de plus en plus longtemps les logiciels qui tournent dessus. Ça irait du coup dans le bon sens. Donc, et malheureusement, il faut des lois, il faut éveiller les consciences. Et c'est pas toujours facile dans ces domaines-là. Notamment dans la cyber, sécurité ou pas, hein. Généralement, on se dit de toute façon, moi je pollue, j'utilise un PC, j'utilise un smartphone, et cetera, donc je consomme de l'énergie, donc tant qu'à faire, allons-y Mais est-ce gaiement. que, À partir de oui, pardon, est-ce que vas-y, vas-y. justement, quand tu travailles dans la cyber, souvent tu travailles avec un serveur, donc que tu vas essayer de sécuriser. Est-ce que c'est mieux d'avoir ton propre serveur à toi, chez toi, en local, ou bien de se greffer justement sur un serveur international, national, enfin de stocker tes Bah, données sur un data center? quand tu peux quand tu peux, autant l'avoir chez toi. Après, c'est pas forcément, toujours accessible à n'importe qui. Alors donc for de toute façon, si tu as besoin d'un serveur pour faire quelque chose, c'est généralement tu auras quand même un minimum de connaissances et effectivement, tout ce que tu peux faire chez toi, c'est mieux. Notamment, alors, tu vas peut-être pas forcément sécuriser autant ton domicile que ce que vont pouvoir faire les acteurs qui ont des data centers. Notamment, bon, bah, surtout, il faut se protéger au minimum contre les coupures de courant, contre bah, le vol chez toi, donc voilà. Mais c'est surtout que du coup, tu as quand même la main sur tes données. Là où tu n'as pas la main sur tes données quand tu es en data center, parce que data center, tu n'as pas la main dessus. C'est-à-dire que tu peux te connecter à ton serveur distant, mais tu ne sais pas qui y accède physiquement. Donc on Mm. se doute que personne va se connecter physiquement, enfin va aller physiquement sur la machine, à part quand tu as un pépin. Mais ça peut arriver, voilà. Là, chez toi, au moins, tu as un peu plus de sécurité. Puis du coup, bah, comme tu passes chez toi, tu consommes bah, à ton niveau à toi. Donc tu auras tendance, contrairement à un data center où ils ne comptent pas à la consommation. Donc c'est-à-dire que par exemple, le soir, ils n'éteignent pas les machines, alors que le soir, à partir de minuit, il ne faut pas se voiler la face, enfin minuit, 1 heure, il y a toujours des gens sur Internet, mais il n'y a pas forcément de nécessité de toujours faire tourner les machines. Bah, chez toi, vu que tu vois ta consommation électrique qui augmente si tes machines elles tournent tout le temps, tu vas peut-être avoir cette conscience de te dire, bah tiens, je vais éteindre Mm. le soir. Parce que ça sert à rien, mon site Internet, le soir, qui est pas de connexion, c'est pas grave. Là où dans un data center, tu vas pas réfléchir à ça. Donc il y a plusieurs aspects qui pourraient pousser à faire de ce qu'on appelle du self-hosted, l'hébergement chez soi, notamment pour bah, des aspects de vie privée. Parce que là, ton matériel, il est chez toi, donc tu as la main quand même dessus. Et puis les aspects consommation, parce que là, tu vas être vraiment éveillé à la consommation électrique. Si ta machine, elle tourne tout le temps, et si tu as plusieurs machines en plus, tu vas avoir ta facture EDF qui va grimper en flèche, ça va faire écologie et économie. Ça va t'éveiller à tout ça. Complètement. Dans le chat, je ne sais pas si vous êtes dans la cyber, plutôt dans le développement web, etc. N'hésitez pas à nous dire. Et si justement vous stockez vos données plutôt sur un serveur en local chez vous, ou est-ce que vous êtes plus team je fais au plus facile et je stocke ça sur des data centers?
N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des questions par rapport à l'écologie en cyber pour Aurélien. Euh, Moi, j'aurais une dernière question pour toi, Aurélien. C'est plus lié à l'avenir, entre guillemets. Comment tu vois justement en 2024 l'évolution des consciences en interne dans le monde de la tech? Comment tu vois un petit peu ce cheminement? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Est-ce que ça va gagner de l'ampleur ou pas? Est-ce que des lois vont être imposées, entre guillemets? Bah, de toute façon, c'est indéniable que des lois comme la loi Rennes, c'est des lois qui vont s'étoffer. Peut-être qu'ils vont se cumuler avec d'autres lois, ça c'est une certitude. Alors sur 2024, je sais pas, parce que il y a quand même au niveau du gouvernement, les remaniements chaque année, etc. Ils ont plein de sujets à traiter. Donc l'écologie fait partie des sujets qui sont traités depuis des années, mais sur lesquels on commence à s'inquiéter un peu plus que les années passées, notamment dû au fait que les énergies commencent à s'épuiser, enfin les énergies qu'on utilise en masse. Donc, mais clairement, oui, tu vas avoir, notamment avec le Talents for the Planet, il faudrait regarder les statistiques, j'ai pas trop regardé, ça fait 3 ou 4 ans que ce forum existe. Ça doit être la 4e ou 5e édition là qu'ils vont faire cette année. A priori, il y a de plus en plus de monde qui participe. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent pour faire du sponsor ou pour justement pousser leur technique, leur façon de faire, leur savoir-faire là-dessus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'étiquette Green IT, maintenant, tu commences à l'avoir un peu partout. Que ce soit donc dans les entreprises de la cyber sur lesquelles ils sont obligés de s'y mettre, clairement. Donc, ils mettent des étiquettes pour dire, nous, on le fait à tel niveau. On a des éoliennes, on a des machins, des trucs, des data centers dits écologiques. Et puis au niveau de l'emploi, maintenant tu vois, il y a un terme qui revient beaucoup sur un emploi qui mêle à peu près deux aspects. C'est l'emploi qui s'appelle le Green Ops. Et en gros, le Green Ops, donc Ops, c'est pour opérationnel. Et ce fameux, derrière ce Green Ops se cachent deux métiers. Tu as le métier de FinOps, c'est ceux qui s'occupent de la partie financière. Et tu as donc toutes les autres personnes qui sont dans l'opérationnel qui vont avoir cette petite étiquette green et qui vont du coup aller dans le sens de on prend des data centers qui sont écologiques, on va passer par des manières de faire qui sont respectueuses de l'environnement, alors pour le plus possible. Donc voilà, et tu as des embauches aujourd'hui, enfin des annonces d'emploi qui vont clairement où l'étiquette écologique elle est demandée. Et on te demande justement d'être, ce terme de Green Ops revient de plus en plus. Si vous avez des capacités et des connaissances dans le Green Ops, c'est un plus. Donc là, la tendance sur 2024, par rapport à ça, elle va grossir, c'est sûr. Je te dis pas que ça va être le sujet qui va surpasser tout le reste, mais ça va être beaucoup plus ancré que 2023 et encore plus que 2022, etc., etc. Ça, c'est une certitude. Super. Donc, tu nous conseillerais de se former un petit peu plus au Green Ops, en tout cas de regarder un peu de quoi il s'agit et peut-être de creuser si on veut Tout à s'orienter fait. dans la cyber. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça va être une des compétences qui sera demandée. D'autant plus que ça va dans le bon sens parce que tu utilises des data centers éco-responsables, entre guillemets, et en plus, tu vas potentiellement générer, donc, par la partie FinOps, financière, des économies financières, puisque tu vas faire en sorte que tu consommes moins de ressources. Tu vas consommer que ce dont tu as réellement besoin, donc ce dont ton activité a réellement besoin. Donc cette étiquette GreenOps qui mêle vraiment le FinOps là, et le côté infra-opérationnel green, ça va être clairement une casquette qui va être un point fort pour l'embauche, pour la suite. Donc pour ceux qui ont ces compétences-là, clairement, ça peut jouer en leur faveur. Ben, merci beaucoup Aurélien, hyper Ben, intéressant. Je ne sais t'en pas prie. si vous avez des questions dans le chat avant qu'on conclue le stream, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir été attentif. J'espère que ça vous avait intéressé. Vous avez été un peu silencieux, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup d'infos à assimiler. On a Das qui nous demande on se forme comment du coup au Green IT et au Green Ops? Bah, il y a pas forcément de formation là-dessus. En fait, il faut avoir la conscience, la conscience éveillée sur le sujet. Et du coup, il faut aller dans cette démarche où tout ce que tu vas faire qui est donc lié au domaine de la cyber et de l'IT, tu vas dans le sens où quand tu vas choisir un data center, tu vas choisir un data center écologique.
donc qui produit sa propre énergie ou une grosse partie de son énergie est produite par le solaire, etc. Tu vas aller dans le sens de plutôt que de prendre 6 serveurs, on va en prendre qu'un et ça suffira amplement à notre activité. Alors ça tournera peut-être un petit peu moins vite, mais ça suffira pour tenir la charge pour notre projet. Enfin, voilà, tu t'y formes en fait, c'est de l'auto-formation là-dessus pour le coup. Alors après, nous au sein de la Wild et au sein de la formation que je fais DevOps, le GreenOps, c'est un sujet dont on a parlé en tout début et dont on parle après au fur et à mesure quand les sujets de location de serveurs, de ressources viennent, quand on vient à parler de ces sujets-là. Mais clairement, c'est une conscience que tu dois avoir toi, un réflexe que tu dois avoir toi, ou alors ça peut être imposé par ton entreprise. Et auquel cas, soit ils payent effectivement une formation dans le domaine, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu rare de trouver cette formation-là. Ça va être une branche d'une formation, ça va être un aspect de ta formation qui va être abordé à un moment donné. Euh, mais clairement, c'est juste, faut avoir la conscience éveillée sur ce sujet et essayer de faire en sorte de prendre des acteurs qui sont pour l'écologie, quoi. Complètement. On a Lenaria qui nous demande aussi, côté dev, est-ce que ça serait un conseil du coup de se former un minimum à la green tech? Ah bah, oui, oui, c'est sûr, parce que pour plein de raisons, en fait. Déjà, pour le fait que si tu, en dev, tu vas de ce côté, que tu as un, comment dire, un penchant vers la green tech, enfin le green IT, le green ops, etc. Clairement, tu vas faire des logiciels qui vont être moins consommateurs en ressources. Donc, ton patron va bien t'aimer parce qu'il va, plutôt que d'avoir alloué des serveurs qui vont coûter une blinde, il va pouvoir potentiellement acheter des petits Raspberry Pi qui sont des toutes petites machines qui sont pas du tout consommatrices en énergie, enfin très peu consommatrices, et ton logiciel tournera très bien dessus, enfin ton application. Donc oui, clairement, tu as intérêt à plutôt te former, encore une fois, je sais pas, mais en tout cas, à faire attention à ton code et à ce que tu devs pour que ce soit le plus optimisé possible. Après, pour des questions de performance, déjà d'une part, puis pour une question de consommation d'énergie, d'autre part. Complètement. Et juste pour compléter, enfin, Lenaria, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de ressources, je trouve, en tant que néophyte, sur la green tech dans le développement web et comment faire, du développement un peu plus responsable. Comment faire que le code soit plus responsable, qu'il prenne moins de ressources et cetera. C'est plus accessible en tout cas que la cyber quand on débute, donc hésite pas à chercher un petit peu aussi de ce côté-là. Je pense que tu pourras trouver pas mal de ressources. On va conclure. Merci beaucoup en tout cas pour, vos questions, d'avoir été là. Merci Aurélien, toutes les Et merci à ressources toi et pour l'invitation. tout ce que tu nous as appris. Et puis on se dit, à bientôt du coup dans un prochain stream, cyber. Merci à tous. Merci à Bonne Fanny, à une journée à prochaine. tous. Allez, salut.